1h30, on peut commencer. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce symposium intitulé officiellement Innovation pour relever les défis en production animale, tenu dans le cadre du 5e Congrès international de la Commission internationale de génie rural. J'espère que vous profitez bien du congrès. Je suis content de vous retrouver ici, au moins de manière virtuelle, malgré le contexte sanitaire actuel. Et avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis Joan Palacios, je suis dans le comité organisateur local du congrès et de ce symposium aussi. Je suis professionnel de recherche à l'IRDA dans l'équipe de Stéphane Godbout, chercheur et chef du congrès, qui d'ailleurs ne peut pas nous accompagner en ce moment par un conflit d'horaire, mais possiblement il se joindra à nous en cours de route. Je tiens à remercier tous les présentateurs ayant répondu positivement à notre invitation pour nous partager ces expériences ici avec nous dans ce symposium. C'est très apprécié, vraiment pouvoir compter sur vous. Je tiens à remercier également ma collègue Maude Gendron qui s'est joint récemment à notre équipe et qui m'a aidé beaucoup à la gestion de ce symposium. Merci Maude. Je remercie le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC, pour sa contribution à la tenue de cette activité. Voilà pourquoi on tient ce symposium bilingue quand le reste du congrès est en anglais. Enfin, je remercie le comité local d'organisation ainsi que Conferion pour toute son assistance technique. Donc, pour rentrer au cœur du sujet de ce symposium, puis avant de faire quelques mots en anglais également, je me permets de lire une petite mise en contexte. Les productions animales au Québec font présentement face à des défis sociaux, la santé ainsi que l'environnement et les changements climatiques. Non seulement les bâtiments d'élevage sont âgés, le design de ces structures et des systèmes de contrôle d'ambiance n'a pas été adapté aux conditions actuelles de l'industrie. Il a donc une modernisation importante à effectuer tout en essayant d'améliorer la productivité. À cela s'ajoutent ensuite des problématiques émergentes provenant de pressions sociales telles que la réduction des antibiotiques et le bien-être animal. Les défis amenés par les changements climatiques et l'engouement du consommateur pour le bien-être ont déjà commencé à se faire ressentir dans plusieurs secteurs et régions du Québec et continueront à affecter les productions dans les prochaines années. Les acteurs de l'industrie sont soucieux de ces défis et de la manière d'y faire face, tout en considérant aussi la réduction de l'impact des productions sur l'environnement et la protection à la fois de la santé des troupeaux, des travailleurs et des communautés rurales. C'est ainsi que nous avons décidé d'être proactifs et d'aller de l'avant avec un projet visant deux objectifs. Le premier, identifier des excellentes innovations d'ici et d'ailleurs et d'aller de l'avant avec lors d'un symposium avec des experts nationaux et internationaux. Deuxièmement, regrouper et synthétiser l'information recueillie ici, à ce symposium et avec d'autres activités, pour les diffuser avec des livrables concrets pour rejoindre des producteurs, des conseillers, des ingénieurs et d'autres intervenants du secteur au Québec. Donc, votre contribution dans ces symposiums est d'une très grande importance. Merci à nouveau. Avant de donner la parole à Maude, je vais dire quelques mots en anglais. Hello everyone, welcome to this symposium on innovations to meet challenges in animal production, held within the framework of the 5th International Congress of Commission Rurale de Génie Rural. I hope you are enjoying the Congress. I'm happy to find you here despite the current health context. I am Joan Palacios. I am on the local organizing committee for the Congress on this symposium. I am research professional at IRDA Institute in the Stéphane Godbout team, researcher and chair of the Congress. He cannot be here with us at this moment, but maybe he will join us along the way. I'd like to thank
all the presenters who responded positively to our invitation to share their experiences here with us in this symposium. It is very much appreciated. Thanks to my colleague Maude Gendron, who helped me dealing with this management of this symposium. Thanks to MAPAC Ministry for contributing to the holding of this activity. This is why we hold this symposium in bilingual mode when the rest of the Congress is in English. Finally, I'd like to thank the local organizing committee as well as Conferian for all its assistance. So, some words about this symposium as special session. Animal production in Quebec is currently facing major challenges, in particular due to aging infrastructure here, social pressures, health, as well as the environment and climate change. So there is an important modernization to be done while trying to improve productivity. Industry players are concerned about these challenges and how to face them, while considering reducing the impact of production on the environment and protecting both the health of herd workers and rural communities. This is how we decided to be proactive and move forward with a project with two objectives. First, identify excellent innovations from here and elsewhere during a symposium with national and international experts. And secondly, gather and synthesize the information at this symposium to disseminate them with concrete deliverables to reach producers, advisors, engineers, and other stakeholders in the sector in Quebec. So your contribution in this symposium is of very great importance. Thanks again. I now give the floor to Maude, who will moderate these presentations. Thank you. Est-ce que vous me voyez? Oui. Oui, parfait, merci beaucoup. Donc, merci pour votre présence ici. Nous allons commencer avec la première présentation de Madame Nadine Guingamp, qui fait partie de l'IFIP, Institut de Port de France. La présentation s'intitule « Qualité de l'air, le nouveau défi de l'élevage porcin ». Nous avons eu certaines difficultés avec la traduction. Donc, pour cette conférence-ci, il va seulement être en français. Ça va arriver à quelques reprises. Je vais vous informer à chacune des présentations lorsque c'est le cas. Madame Guingamp peut répondre en français ou en anglais sans aucun problème. Je vais le dire en anglais et après, on va pouvoir commencer la présentation. The next presentation will be shown by Ma'am Nadine Guingamp, sorry. It's about air quality. This presentation will only be in French because we had some difficulties with the translator. If you have any question, you can ask them in English or in French at the end. She will be pleased to answer you. Thank you and good watch. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Nadine Guingamp et je travaille à l'IFIP Institut du Porc, qui est une structure de recherche et de développement pour la filière porcine en France. Mon domaine de compétence est la qualité de l'air en élevage porcin, en lien avec la pollution atmosphérique, mais aussi avec l'exposition des animaux et des travailleurs. La présentation d'aujourd'hui a pour objectif de vous montrer en quoi la qualité de l'air est le nouveau défi de l'élevage porcin et quelles sont les innovations qui vont l'aider à relever ce défi. L'élevage porcin, en France comme ailleurs, est au centre de différents débats. L'évolution du contexte sociétal vers une plus grande prise en considération du bien-être animal dans les élevages dits de type industriel, ainsi que leur impact sur l'environnement, sont à la base de nombreuses problématiques auxquelles l'élevage porcin doit faire face. Les régimes carnés sont de plus en plus remis en cause, tant sur le volet des conditions d'élevage que sur la concurrence entre alimentation animale et alimentation humaine. Dans cette lignée, les pouvoirs publics font la promotion de modèles agroécologiques intégrant entre autres les systèmes de polyculture-élevage auxquels l'élevage porcin, de par ses caractéristiques techniques, a du mal à s'identifier. Le poids de la réglementation,
tant sur le bien-être animal que sur l'environnement, est de plus en plus lourd pour l'élevage en général, mais particulièrement pour les élevages en claustration totale, comme les élevages de volailles et les élevages porcins. Augmentation des surfaces par animal, arrêt de la castration, arrêt des coupes de queue, oblige la filière porcine à modifier sa conduite d'élevage. Cependant, les contraintes environnementales ne sont pas en reste, et si le volet pollution des sols est intégré dans la gestion des effluents d'élevage porcin depuis de nombreuses années déjà, l'impact des élevages sur la pollution atmosphérique est de plus en plus montré du doigt par les citoyens, mais aussi par les pouvoirs publics. Ainsi, l'élevage, et en particulier l'élevage porcin, doit intégrer dans son évolution les contraintes que la société civile et publique lui impose. La France est engagée au niveau international et européen dans un certain nombre de conventions et de protocoles en vue de réduire la pollution atmosphérique. Je ne présenterai ici que les engagements qui ciblent plus directement l'agriculture et principalement l'élevage. Dans le cadre de la directive NEC 2, la France s'est engagée à réduire ses émissions d'ammoniac de 13% et ses émissions de PM2,5 de 57% d'ici 2030, l'année de référence étant 2005. En quoi ces engagements impactent-ils l'élevage ? En France, l'agriculture est responsable de 94% des émissions nationales d'ammoniac, avec une contribution de l'élevage de 65,1%. L'élevage de porc représente quant à lui un peu moins de 9% des émissions nationales d'ammoniac. Concernant les particules, l'agriculture est responsable de 58% des émissions de TSP et de 10% des émissions de PM2,5. L'élevage, quant à lui, contribue à hauteur d'un peu moins de 4% aux émissions de PM2,5 nationales. Pour l'atelier porcin, c'est un très faible contributeur, avec 0,5% des émissions nationales de PM2,5. Bien que faiblement contributeur, l'élevage de porc est dans le périmètre de la directive NEC, mais aussi dans celui de la directive IED sur les émissions industrielles. Concernant l'élevage, cette directive cible les élevages de porc de plus de 2000 places de porc de plus de 30 kg ou 750 emplacements de truies, et les élevages de volailles de plus de 40 000 emplacements. Le bref élevage est l'outil d'application de cette directive pour les élevages de porc et de volailles. Il impose d'une part la mise en place des meilleures techniques disponibles, mais aussi le respect de valeurs limites d'émissions, encore appelées NEA-MTD. Ces valeurs s'appliquent entre autres aux émissions d'ammoniac au niveau des bâtiments. En vue de répondre à ces objectifs réglementaires, les éleveurs doivent dès à présent intégrer la qualité de l'air dans leur orientation technique. Voyons maintenant comment les éleveurs peuvent atteindre les objectifs fixés par la réglementation et quelles sont les innovations disponibles ou en cours de développement qui peuvent les y aider. L'amélioration de la qualité de l'air au niveau des bâtiments d'élevage repose sur deux principes. Le premier consiste à agir à la source pour réduire la formation des différents polluants, comme l'ammoniac, les particules ou les composés responsables des odeurs. Le deuxième, qui n'est pas forcément incompatible avec le premier, repose sur la réduction de l'émission des polluants du bâtiment vers l'atmosphère. Si les éleveurs de porc sont très au fait des performances zootechniques de leurs élevages, la gestion de l'ambiance et les paramètres de qualité de l'air sont souvent peu connus et pas toujours très bien maîtrisés. Le développement d'outils de suivi de ces paramètres peut devenir un appui technique de premier ordre pour réduire la production de polluants comme l'ammoniac et les particules, et ainsi agir à la source, mais aussi à l'émission. L'obligation qu'ont les éleveurs de mettre en œuvre de nouvelles pratiques pour réduire leur impact sur la qualité de l'air les confronte souvent à des choix difficiles. La scénarisation des différents itinéraires techniques possibles représente dans ce cas un appui intéressant. Traiter l'air à l'extraction est une voie choisie par un nombre important d'élevages. Cependant, la mise en œuvre de filières de traitement de l'air représente un investissement conséquent. Il est donc indispensable qu'elles soient bien dimensionnées pour atteindre les objectifs d'abattement fixés. Traiter l'air, oui, mais pas à n'importe quel prix. Des solutions existent pour réduire le coût de certaines filières de traitement, comme le lavage d'air par exemple. De nouveaux équipements permettent à l'éleveur de suivre la qualité de l'air au sein de ses bâtiments. Il s'agit de boîtiers contenant des sondes dédiées qui sont installés dans les salles abritant les animaux. Ces boîtiers sont proposés par un nombre croissant d'équipementiers et permettent d'avoir un suivi en continu de différents paramètres. Ainsi, l'éleveur, en se connectant à la plateforme de l'équipementier, peut avoir une vue d'ensemble des paramètres de qualité de l'air. En fonction des marques, ces boîtiers peuvent mesurer la température ambiante, la concentration en gaz, l'ammoniac le plus souvent,
mais aussi la concentration en particules, comme celle des DSP, PM10 et PM2,5. Les valeurs instantanées sont présentées dans un tableau de bord, mais l'éleveur peut aussi visualiser la cinétique des paramètres cibles sur des périodes variables, allant de la journée à 6 mois en arrière. Les valeurs moyennes de chaque paramètre sur la période sont aussi fournies. 3 boîtiers sont actuellement en test au sein de la station expérimentale de l'IFIP, en vue de déterminer la qualité des données acquises par ces boîtiers sur l'ambiance, en particulier sur les concentrations en gaz. La comparaison est faite avec la méthode de mesure de référence, à savoir l'analyseur photoacoustique à infrarouge. Certains de ces boîtiers sont aussi équipés de caméras qui permettent de faire du peak tracking, ce que certains appellent aussi le troisième œil de l'éleveur. L'acquisition des données d'ambiance et de comportement, intégrées dans plusieurs algorithmes, permet d'aboutir alors à des alertes presque en temps réel qui seront communiquées à l'éleveur via son smartphone. Elles seront alors une aide à la décision. Des études doivent prochainement démarrer à l'IFIP sur ce sujet, particulièrement pour la détection précoce des problèmes de codophagie. En vue de répondre entre autres aux exigences réglementaires, les éleveurs de porcs doivent faire des choix en intégrant à la fois des contraintes techniques liées à la configuration de leur élevage, mais aussi aux performances environnementales attendues, le tout dans un contexte économique souvent difficile. En l'absence de mesures, il est tout de même possible d'évaluer l'incidence d'une pratique ou la mise en œuvre d'un équipement sur la production de particules par exemple. Pour ce faire, dans le cadre d'un projet intitulé Papovit, un calculateur a été élaboré permettant à l'éleveur de scénariser différentes situations et ainsi de déterminer par bâtiment et par stade physiologique l'impact de ses choix sur la production de particules. Après avoir rempli les paramètres classiques de conduite comme le stade physiologique, les effectifs du bâtiment et le type de sol, l'éleveur complète le calculateur en intégrant dans l'outil des informations ayant une influence sur la production et ou l'émission de particules, comme le mode de présentation de l'aliment ou la présence de filières de traitement de l'air. Pour chaque paramètre, un menu déroulant permet à l'utilisateur d'avoir le choix entre plusieurs modalités. Il suffit alors de valider le scénario pour obtenir le résultat. Pour chaque bâtiment renseigné, le calculateur donne la valeur d'émission de particules ainsi que l'abattement associé au choix technique par rapport à un bâtiment standard. La production de particules pour l'ensemble des bâtiments renseignés est calculée et un histogramme illustre la répartition par stade physiologique. Pour en savoir plus sur les caractéristiques de la stratégie ou de l'équipement choisi, l'utilisateur peut, d'un simple clic, accéder au guide des bonnes pratiques environnementales d'élevage. Ce calculateur devrait prochainement être transposé en version web et intégré dans la toolbox de l'IFIP. Comme son nom l'indique, la toolbox est une boîte à outils disponible gratuitement sur le Play Store. Initiée par des ingénieurs de l'IFIP spécialisés en ventilation, cette toolbox inclut différents simulateurs historiquement orientés sur la gestion de la ventilation, comme SimAir et SimCha pour la ventilation et le chauffage. De nouveaux simulateurs ont rejoint cette toolbox avec entre autres SimPrei, qui est un outil d'évaluation de l'incidence économique d'un accident en élevage porcin, et SimFaf, qui est un calculateur de prix d'intérêt pour la fabrication d'aliments à la ferme. Avec cette application, l'éleveur, mais aussi les supports techniques, peuvent rapidement et simplement évaluer leurs outils et y apporter les modifications nécessaires pour répondre aux objectifs techniques et réglementaires, tant sur le plan de l'environnement que sur le bien-être animal. Le guide des bonnes pratiques environnementales d'élevage est un autre outil support pour les éleveurs. Il est téléchargeable en libre accès sur le site du RMT Élevage et Environnement et sur le site de l'IFIP. Il regroupe une centaine de fiches concernant l'élevage de porcs, de volailles et de bovins, sur des pratiques applicables au bâtiment, au stockage et à l'épandage. Chaque pratique est détaillée dans une fiche de 3 à 10 pages où les principaux aspects techniques, environnementaux mais aussi économiques sont abordés. L'ensemble des fiches a été actualisé en 2020. De nouvelles fiches sont en préparation. Agir sur la qualité de l'air peut aussi se faire via le traitement de l'air extrait des bâtiments d'élevage. Parmi les filières de traitement de l'air proposées en élevage porcin, le lavage d'air permet d'agir sur l'ammoniac, les particules et les odeurs, problématiques historiques et récurrentes des élevages porcins. L'action physique et biologique du laveur conduit à des taux d'abattement supérieurs à 80% sur les particules
et de 50 à 70% pour l'ammoniac et les odeurs. Cependant, ces performances ne peuvent être atteintes que lorsque le laveur est correctement dimensionné, mais aussi correctement utilisé. C'est dans ce cadre que l'outil Tara a été conçu, d'une part pour dimensionner des laveurs dans le cadre de projets d'installation, mais aussi d'optimiser le fonctionnement de laveurs déjà existants. Le premier volet de l'outil porte sur le dimensionnement d'un nouveau laveur. Pour cela, les caractéristiques de l'air à traiter doivent être entrées, ainsi que celles du maillage choisi. À partir de ces informations, le calculateur fournit l'ensemble des paramètres du laveur. La surface et l'épaisseur du maillage, le type et le nombre de buses, la consommation en eau du laveur et la surface de la piscine, mais aussi bien sûr son efficacité sur l'ammoniac. Pour l'optimisation d'un laveur déjà existant, l'utilisateur devra en rentrer ses caractéristiques. Surface et hauteur de maillage, débit liquide fourni par les buses, surface de la piscine et débit d'air maximum à traiter. Le calculateur lui fournira en retour l'efficacité du laveur sur l'ammoniac, ainsi que la consommation en eau du laveur et la charge en azote des eaux de lavage. Un graphique permet à l'utilisateur de savoir à quel rythme les eaux de lavage doivent être vidangées pour rester sous le seuil de conductivité maximale garantissant l'efficacité du lavage. À partir de ce constat, l'utilisateur peut revenir sur le volet dimensionnement en modifiant certains paramètres comme le nombre et ou le débit des buses ou encore la hauteur de maillage en fonction de ses contraintes de configuration. L'outil recalculera automatiquement alors la nouvelle efficacité attendue du laveur en fonction de ces modifications. Le lavage d'air en élevage porcin fait l'objet d'un certain nombre de critiques. Un coût d'investissement trop élevé, de 50 à 70 € par place de porc charcutier, des consommations en eau trop importantes, en moyenne de 150 à 200 litres d'eau par porc charcutier produit, sans parler de la consommation électrique. Pour pallier à ces critiques, une étude a été mise en place au sein de la station expérimentale de l'IFIP pour tester un laveur d'air miniaturisé. Un laveur classique traite 100% du débit de la salle. Le laveur d'air étudié dans ce projet conduit par l'IFIP ne traite au maximum que 30% du débit de la salle qui est acheminé par extraction basse. Passé ce pourcentage de ventilation, l'air est évacué par extraction dans la masse. La régulation entre ces deux types d'extraction, extraction dans la masse et extraction basse, est assurée par un boîtier mis au point par la société Sodalec et nommé RDS Connect. Avec un débit maximum d'air à traiter divisé par 3, la réduction de la taille du laveur permet de diviser par 3 la surface du maillage et diviser par 3 le nombre de buses d'arrosage et donc la consommation d'eau. Les coûts d'investissement et de fonctionnement sont donc fortement réduits. Le suivi de ce système nommé DVP pour double ventilation partagée a été réalisé sur 3 bandes de porc charcutier en période climatique contrastée. Avec le système DVP, de 60 à 80% de l'ammoniac sont acheminés via l'extraction basse pour être traités par le laveur. Dans cette étude, l'efficacité du laveur sur l'ammoniac n'a été que d'un peu moins de 40% en moyenne sur les 3 bandes, aboutissant à une réduction en sortie de laveur de 34% sur l'ammoniac. L'efficacité du système DVP, intégrant les émissions en sortie du laveur, mais aussi en sortie de l'extraction dans la masse, aboutit à une efficacité moyenne du système d'environ 30% sur l'ammoniac. Ainsi, la mise en œuvre d'un laveur d'une taille réduite par 3 a permis de réduire d'environ 30% l'émission d'ammoniac de la salle, avec un coût d'investissement réduit par 2,5 par rapport à un laveur classique. La réduction drastique de la consommation en eau du laveur a permis de réduire les frais de fonctionnement quasiment par 3. En conclusion, les contraintes imposées par la société civile et publique obligent la filière porcine à intégrer la qualité de l'air dans ses choix techniques d'élevage. C'est donc un nouveau défi que les éleveurs porcins doivent relever. Les structures de recherche et de développement comme l'IFIP travaillent au développement de nouveaux outils et à l'acquisition de nouvelles connaissances pour accompagner les éleveurs dans ce défi. Outils de suivi de la qualité de l'air, calculateurs permettant de simuler l'impact de la mise en place de nouvelles conduites ou de nouvelles pratiques, développement de filières de traitement de l'air plus efficaces mais aussi plus abordables, représentent des innovations au service de l'élevage. Élaborées pour être simples d'utilisation et accessibles au plus grand nombre, elles doivent contribuer à réduire l'impact de l'élevage porcin sur la pollution atmosphérique. Cependant, depuis peu, sous la pression sociétale en lien avec la prise en considération du bien-être animal, de nouveaux types de bâtiments sont en cours de réflexion. Ces porcheries semi-ouvertes, permettant aux animaux d'avoir un accès à l'extérieur, risquent de reposer
à court et moyen terme, le problème de l'impact des élevages sur la pollution atmosphérique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Guingamp. Très belle présentation. Je vais commencer directement la période de questions en vous posant celle-ci. Vous parlez de bien-être animal et de son influence sur les choix techniques des élevages porcins. Est-il possible, selon vous, d'atteindre un équilibre entre le bien-être animal et l'environnement? Merci, bonjour à tous. Effectivement, c'est un problème qui se pose à nous depuis peu, puisqu'effectivement, le bien-être animal prend une place de plus en plus importante dans les préoccupations sociétales et par voie de conséquence dans les préoccupations de nos filières de production animale. Hier, nous avons eu une présentation sur les bovins où il était aussi question de cette problématique entre l'équilibre entre l'environnement et le bien-être animal. Ça va être très, très compliqué puisque, en fait, depuis de nombreuses années, on acquiert des compétences, des données sur des systèmes en claustration totale, hein, donc des bâtiments totalement fermés, avec, il faut bien l'avouer, une prise en considération de la problématique qualité de l'air qui est relativement récente, hein, d'autant plus par nos éleveurs hein, qui connaissent par cœur les performances de leurs animaux, mais dès qu'on leur parle de concentration en ammoniac ou de gestion de la ventilation, même des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, on va arriver sur des bâtiments semi-ouverts, où là, on ne maîtrisera globalement pas grand-chose, tant d'un point de vue flux, que ce soit au niveau des émissions gazeuses, au niveau des émissions d'odeur, qui est quand même un problème récurrent et important en production porcine. Ça nous posera des problèmes en termes de métrologie, hein, comment on mesure à l'extérieur avec toute l'influence extérieure, et puis aussi sur le comportement des animaux. Est-ce que les animaux, parce qu'on leur donne la possibilité de sortir, vont-ils vraiment sortir? Surtout quand il fait… alors là, je parle un peu dans notre belle région du Grand Ouest de la France, où, comme un jour comme aujourd'hui, il pleut des cordes. Pas sûr que les porcs, qui sont quand même des animaux un peu frileux et qui aiment bien leur petit confort, soient vraiment amenés à sortir. Donc, c'est compliqué actuellement de trouver l'équilibre entre les deux. On n'arrive pas à le trouver d'ailleurs. La société civile nous pousse à intégrer de plus en plus de bien-être dans les bâtiments, mais d'un autre côté, d'un point de vue environnemental, plus on aura des bâtiments ouverts, moins on maîtrisera les émissions gazeuses et les émissions d'odeur, et plus ça pourra poser des problèmes. Merci pour votre réponse. J'invite les autres participants, si vous avez des questions, à la poser en ce moment dans l'onglet Q&A. Sinon, on va passer à la prochaine présentation. Merci Nadine pour la présentation, c'est vraiment très intéressante. Je me demandais, dans votre expérience, c'est quoi les sentiments des producteurs face à gérer ou avoir de nouvelles tâches dans ces bâtiments? Disons, s'il y a une nouvelle technologie, ils ont du travail additionnel pour pouvoir contrôler ces technologies-là. Est-ce qu'ils sont un peu réticents à cette idée ou ils sont plutôt favorables à l'idée? J'aimerais vous écouter là-dessus. Merci. Alors, il faut avouer, je pense que le comportement des éleveurs français n'est pas spécifique, hein, même si on peut considérer que des fois on se distingue un peu par nos comportements. Là, je pense que nos éleveurs ont à peu près la même réaction que tout le monde, c'est-à-dire qu'à la base, ce sont des éleveurs. Donc, quand on leur demande, par exemple, dans le cadre de suivi de filières de traitement de l'air, on a eu une présentation cet après-midi dans le cadre du colloque Émilie sur des suivis en Flandre des laveurs d'air qui montraient un certain nombre de dysfonctionnements parce que pas suivis, eh bien, effectivement, on a du mal à demander à nos éleveurs d'être éleveurs. Alors, ils sont déjà éleveurs, ils sont déjà comptables parce qu'ils gèrent la comptabilité de leur exploitation. En général, ils ont aussi une casquette biosécurité de plus en plus. Et puis, on va leur demander aussi d'être des techniciens spécialisés en chimie et en physique des fluides pour suivre des laveurs d'air, ce qui est quand même vraiment pas simple. Et donc, on essaie, dans la mesure du possible, et c'est aussi pour ça qu'on développe un certain nombre d'outils comme la Toolbox ou d'autres outils de simulation et d'appui technique, de leur rendre la vie un petit peu plus facile.
et surtout d'avoir des systèmes qui sont autonomes dans la mesure du possible. Mais c'est souvent compliqué parce qu'on arrive sur des domaines qui deviennent de plus en plus compliqués d'un point de vue technique, qui donc nécessitent un minimum de suivi, ce qui n'est pas toujours simple à intégrer dans l'emploi du temps déjà chargé des éleveurs. D'accord, merci. Et Sébastien Fournel, tu as une question? Oui, merci Mme Guingamp pour votre présentation. Dans votre projet, là, je ne me souviens plus du nom, là, pas à Vauvip, ou je ne me souviens plus trop. Quels sont les paramètres quels sont les paramètres qui ont le plus d'influence sur, je pense que là c'était pour la production des particules, mais qui ont le plus d'influence sur la réduction? Est-ce que c'est au niveau des systèmes de ventilation, des systèmes de gestion des fumiers? Alors justement, on a été, en fait, dans cette étude, on a fait des mesures en situation d'élevage commercial, en situation commerciale d'élevage, pardon, parce que c'est des élevages commerciaux du coup. On avait à la fois des élevages avec un aliment distribué sous forme de granulés et des élevages avec un aliment distribué sous forme de soupe. Et finalement, l'écart entre la présentation sous forme de granulés ou sous forme de soupe n'est pas forcément aussi importante que ce qu'on aurait pu attendre. D'ailleurs, on voit que dans la littérature, on a beaucoup d'éléments sur les aliments présentés sous forme de farine comparés avec une alimentation liquide, mais la version intermédiaire que représentent un peu les granulés n'est pas toujours très bien documentée. Mais ce qui est ressorti vraiment comme étant le facteur prédominant, c'est la durée de présence, la durée de stockage des effluents dans les bâtiments. Et en fait, dans des élevages où on combinait une présentation de l'aliment sous forme de liquide, donc en soupe, et une évacuation fréquente des effluents par raclage, donc avec des évacuations plusieurs fois par jour, eh bien, toute fraction confondue, on pouvait réduire de 30 à 40% la concentration et l'émission de particules dans ces bâtiments par rapport à une alimentation, enfin des bâtiments avec une alimentation en granulés et un stockage en préfosse, qui est quand même la modalité la plus fréquente chez nous et dans beaucoup de pays producteurs de porc. Donc du coup, la gestion des effluents ressort comme étant un élément. Le son est coupé. Ah, je ne sais pas. On peut passer à la prochaine présentation? Oui, exactement. Nous allons passer à la prochaine. Merci beaucoup encore une fois, Mme Guingamp. Merci à vous. Merci. La prochaine présentation sera faite par le Danish Exergy Technology du Danemark. Cette présentation est en anglais sous-titrée français. Elle parle de leur nouveau logiciel Stalvent. Elle va être présentée par monsieur, vous m'excuserez si je vous fait le nom, Cled Sorensen. Merci beaucoup. Je vais la faire en anglais maintenant. The next presentation will be presented by Mr. Cled Sorensen, sorry for my accent, from Danish Exergy Technology from Denmark. It will present their new devices, Stalvent. So thank you. Good morning, everyone, and welcome to the Stalvent special session. My name is Kjeld Sørensen, and I'm the owner of the company Danish Exergy Technology, DXT for short. In this special session, I'm going to present the Stalvent software for you. Stalvent is a software tool for designing livestock facilities in different climate zones. During the presentation, I will show the capability of the software using examples of different barn types with various locations. The examples include a swine house located in Quebec, Canada, a broiler barn with a complete tunnel ventilation located in Brisbane, Australia, and a natural ventilated pig barn located in Denmark. Stalvent is used for a number of purposes, as listed below. Design of livestock facility, sizing of building, ventilation, heating and cooling systems. Calculation of indoor climate parameters such as temperature, humidity, CO2 and ammonia concentration. Sensitivity analysis, consequences of using different control strategies, sensor drifting, etc. Estimation of annual energy consumption, heat and power consumption on an annual basis, simulation of heat recovery systems.
estimation of water consumption, annual water consumption for evaporative, cooling, and air cleaning systems, prediction of emission and air cleaning efficiency, ammonia cleaning efficiency with full or partial flow rate, troubleshooting, identification of the reason for poor functioning system, comparison of actual parameters with expected values from Stalvent. Finally, Stalvent is used for educational purposes. Several universities and agricultural institutions use Stalvent for educational training purpose. The overall program structure for Stalvent is shown in this diagram. Based on input parameters for the animals, building construction, and local weather, the required size of the ventilation and heating system can be determined from a heat and mass balance, taking into account the set points for temperature, humidity, and CO2 concentration. Once the system has been sized, the design can be moved to the simulation part of the software, where indoor climate parameters, energy consumption, and emissions can be simulated on an annual hourly basis. The calculation results can be visualized using graphics that shows essential parameters and set point deviation as a function of time. The heart of the Stalvent program algorithm is the calculation of animal heat production units based on one of the three selectable methods, Ström-Fenster, CRGR, or DIN. This graph illustrates the Ström-Fenster model. The heat production from animal depends on surrounding temperature. Sensible heat decreases with increasing temperature, and latent heat increases with increasing temperature. The HPU model is universal for most animal groups and depends on the animal mass, growth rate, milk production, etc. Based on the number of heat production units, the production of CO2 is predicted with a production rate of 180 liters per hour per HPU. The moisture production can be calculated from the latent heat production. Also, ammonia production is modeled based on a linear relation between the CO2 production as well as considering the interaction with the flooring system. To demonstrate a project setup, a swine house with 1,200 finishing pigs located in Quebec is used. First, choose pigs among possible animal species. Select production form, batch in this case. Specify the weight and number of pigs at the beginning and at the end of the batch. Input temperature and humidity set points. Input indoor climate conditions, depending on the actual feeding system. Press the kite button and the animal heat production will be calculated together with the CO2 and water production at start and end of the batch. For prediction of the heat transmission loss, the dimension and insulation rate must be read in for the individual building elements, including outer and inner walls, windows, doors, ceiling, and floor. A small sketch of the building can be shown to ensure that the right dimensions has been read in. With the outdoor temperature specified, the transmission loss can now be calculated pressing the kite button. Heat transmission areas and a number of key parameters are also calculated. A module is available for determining the overall heat transfer coefficient for construction elements where the material combination is known. The capacity of the ventilation and heating systems depends on the local temperature extremes, as illustrated on this slide. For Quebec, the maximum and minimum design temperature is 28 and minus 23 degrees C, respectively. A temperature difference between indoor and outdoor temperature of 1.5 degrees C and 30 degree indoor temperature is a typical criterion for sizing the ventilation system. This leads to a ventilation rate of approximately 600 cubic meters per hour per HPU. Stalvent can handle different ventilation system principles like mechanical, natural, tunnel, and combi-tunnel ventilation. The capacity of the heating system can be predicted using a heat balance considering transmission loss, ventilation loss, and animal heat production. Stalvent can use several climate reference file formats like TMY2 and TMY3. Stalvent is often paired with the Swiss software Meteonorm, where reference data for more than 7,000 locations is available. The selection of the type of ventilation system depends on the local climate and achievable indoor climate. The indoor enthalpy is a good measure for the air quality.
This figure shows the achievable indoor enthalpy with a ventilation rate of 600 cubic meters per hour per HBU for Aalborg, Denmark, Quebec, Canada, and Brisbane, Australia. If the indoor enthalpy cannot be kept below 70 kJ per kilogram, a ventilation system with chill effect must be considered. From the figure, it can be seen that tunnel ventilation system is required for Brisbane. The sizing of the heating system depends on the set point for indoor temperature, humidity, and CO2 concentration. To determine the maximum heat requirements, Stalven calculates the heat and mass balances for every day in the batch with constant outdoor condition, and considering the actual time-dependent set points. Water-based heating and direct combustion system can be evaluated. With the main system design in place, it is possible to make a simulation of all parameters on an annual hourly basis in order to validate the performance of the chosen system. The simulation takes into consideration variation in outdoor temperature and humidity as specified in the selected climate reference file. The simulation module can handle up to 10 individual simulations, which makes it easy to compare different system designs and settings, such as fan control strategy, heating source, type of cooling system, and capacity, among others. This slide, together with the former slide, shows the user interface to the simulation module where the setup for each simulation can be made. The setup for animal production, ventilation system, heating system, and cooling system is demonstrated. This slide shows the time curves for the simulated ventilation rate and indoor temperature for the Quebec swine house. Similar time curves are available for other parameters. From the two graphs, it can be seen that in the summer period, the ventilation system runs at a maximum capacity, but the temperature exceeds the set point. This indicates that a cooling system is required. These figures show duration curves for the indoor temperature with and without evaporating cooling, together with the corresponding curves for indoor humidity. Similar duration curves for other parameters are available. From the graphs, it can be seen that the cooling system can minimize the time with excess temperatures on the expense of an additional increase in humidity level. This slide shows the results from the simulation of a broiler barn with Combi-ton ventilation located in Brisbane, Australia. The simulation is composed using two simultaneous simulations, one for pure side mode ventilation and one for pure tunnel ventilation. The time curves shown simulate the temperature sensed by the animal. The yellow curve represents the sensed temperature in side mode ventilation, and the blue curve represents the sensed temperature in tunnel mode ventilation, where chill effect is pronounced. The green curve shows the air velocity in tunnel mode. On the right side figure, the corresponding CO2 concentration is shown. From this figure, it is clear that the pure tunnel ventilation has some drawbacks in relation to CO2 concentration, mainly related to cold weather ventilation. This slide shows the wind effect on a typical livestock building used in combination with calculation of natural ventilation. The wind pressure coefficient can be determined for any point of the building under different wind directions. With the wind pressure and temperature difference between outdoor and indoor given, the airflow rate through each individual opening can be estimated. For setting up a calculation of natural ventilation with wind effects, it's necessary to read in detailed information for the opening locations and dimension. This slide shows the user interface for specifying building data for natural ventilation in Stalven. When a setup has been made, a pressure balance can be established based on the wind conditions, and the combined airflow rate for all openings can be calculated with the opening angle specified. The software allows the opening angle for each individual opening to be adjusted to give the desired airflow rate and air distribution. The figure shows the air distribution for a fixed opening angle for all openings. Positive values indicate inlet flow to the building, and negative values indicate outlet flow.
This slide illustrates optimized air distribution together with the associated opening angles. You can read more about the Stalvent software and get contact information on the homepage www.stalvent.dk. If you're interested in learning more about the Stalvent software, you can attend the workshop on May 19th. Further information on this event can be found in the CIGR program. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Thank you very much. Si vous avez des questions, l'auteur parle seulement anglais, donc vous pouvez soit les poser de vive voix vous-même, sinon vous pouvez les écrire dans l'onglet Q&A et je les demanderai à votre place en anglais, aucun problème. Thank you very much, Claire. I will start now the questioning time by a question on my own. You have a lot of information you can get with your software, but I was wondering if you can export those information and work on them with Excel. Yes, it is possible to export the simulated values or simulated parameters to a CSV file that can be read into Excel. Here you can do your own graphics and what you like to process with the data. Yeah. Thank you very much. If anyone else have questions, it's now time to ask them. Thank you. Mm. Mm. Maybe I can inform that the Stalvent software, that the development started back in 1986 with the Danish government's research center Bygholm, and DXT company came. This was an old DOS software concentrated mainly on ventilation. Then in 1997, DXT came in to the development team and started developing the Windows edition of the software, and also changed the focus from a pure ventilation tool to a more system-based tool where we could simulate heating system, cooling system, ammonia emission, air cleaning system, and so. Yes, I think the software is used today. Is used for different universities and industrial institutions, and for typical for also ventilation companies are using the software. We have around 300 licenses running, mainly in Europe, and we're not that many in the northern USA, Northern America. Yes. Well, thank you very much, Glenn. I think it's a really interesting device because we can gather so many information when we're doing production, and it's a great device to have them all at the same place, because it's being tricky to be an producer, because you go back a couple of years ago, it was easy. It was like the easiest job. Everyone could be a farmer, but now it's a lot of things to think about, and I think it's a great tool. Okay, thank you. Thank you very much. Well, since there is no question, you can still ask them afterward and write them. You will have a pleasure to answer you. I will go with the next presentation made by Mr. Sébastien Fournel. He's from the Laval University, Quebec. This presentation will be in French, but with subtitle in English. So if you have any question, I'm sure he will be able to answer you after all. I will now pronounce it in French. La prochaine présentation est de Monsieur Sébastien Fournel de l'Université Laval. C'est sur la vision d'une étable durable. La présentation est en français sous-titrée en anglais. Merci beaucoup et une bonne présentation. Bonjour, je me présente, Sébastien Fournel, professeur adjoint au département des sols et de génie agroalimentaire de l'Université Laval. Je suis également titulaire de la chaire de leadership en enseignement des bâtiments agricoles durables
et je suis ici pour vous présenter ma vision d'une étable durable pour le futur au Québec. Historiquement, le développement de la production laitière a été motivé par des innovations technologiques qui sont devenues nécessaires au fil des ans pour différentes raisons. La première, c'est l'évolution des besoins des vaches. Si on recule il y a quelques années, il n'était pas rare de voir une largeur de stalle à 48 pouces. Mais comme les animaux ont beaucoup évolué, notamment en raison de la génétique, bien, ils sont beaucoup plus gros aujourd'hui, si bien que la largeur des stalles est maintenant davantage de 52 jusqu'à 56 pouces. Une autre raison qui a entraîné le développement de la production laitière, bien, ce sont tout simplement les demandes des éleveurs. Les élevages sont de plus en plus gros, on passe de plus en plus de temps à différentes tâches, souvent très physiques et répétitives, si bien qu'on va vouloir en automatiser certaines d'entre elles, notamment la traite. Autre raison, c'est au niveau de l'impact environnemental et sociétal des pratiques. Donc souvent, on le voit dans les médias, l'élevage bovin peut avoir mauvaise presse, notamment en raison des émissions de méthane ou de la contention continuelle des élevages en stabulation entravée. Et donc, les innovations technologiques vont permettre aux producteurs de répondre aux besoins et aux demandes des consommateurs. Si on dresse un bref historique de l'évolution de ces innovations-là au fil des années, on remarque qu'à la fin du 20e siècle, donc les nouvelles constructions, c'était majoritairement des stabulations entravées qui ont le problème de ne permettre aucune possibilité de mouvement aux animaux dans un espace limité, ce qui peut entraîner des potentielles blessures aux pieds, aux jambes, etc. Et ce système-là avait aussi la particularité d'avoir une traite qui se faisait soit manuelle, donc si on recule dans le temps, ou éventuellement avec un certain lactoduc, mais dans tous les cas, ça représentait quand même une faible efficacité au niveau du travail du producteur. Et plus on s'est dirigé vers les années 2000 dans les années 2010, donc là, la stabulation libre a gagné en popularité, donc notamment en raison de la liberté de mouvement qui est offerte aux vaches et un plus grand espace, donc qui permet aux vaches de se promener de la logette jusqu'à l'alimentation et vice-versa. Par contre, comme l'exercice se fait sur des surfaces de béton, mais souvent on va se retrouver avec des problèmes de sabots ou de pattes. Et ce système-là, bien, va souvent être associé à une gestion liquide des fumiers comparativement à la stabulation entravée qui se faisait souvent sur gestion solide. Ces systèmes-là vont évidemment évoluer souvent vers des systèmes comme les salles de traite, les robots, pour gagner en efficacité de travail du côté du producteur. Et plus on va avancer au niveau des années 2020, et plus les scientifiques s'attendent à ce que les nouvelles constructions intègrent les aires de couchage comme nouveau système de logement. Ce système-là a la particularité de permettre aux vaches de pouvoir exprimer davantage leur comportement naturel, comme des contacts réguliers avec les congénères, de pouvoir se coucher dans différentes positions, de pouvoir courir, et également d'avoir accès à un vaste espace, souvent jusqu'à 30 mètres carrés par vache, alors qu'on avait des superficies 10 fois moins là, au départ en stabulation entravée. Évidemment, ce système-là amène son lot de défis, notamment le coût plus élevé pour l'étable, une gestion plus importante de la litière, donc on a souvent une litière compostée qu'on doit brasser. Par contre, au niveau de l'environnement, on pourrait également faire certains gains. Et dans le futur, à plus longue échéance, à quoi s'attendre? C'est un peu le but de ma présentation aujourd'hui. Dans mon cas, je m'attends à ce que l'étape de demain soit un peu un mélange de deux concepts qu'on a vus dans la littérature scientifique ces dernières années. Le premier, il s'agit en fait là, du concept néerlandais de jardin pour vaches, où on a des vaches qui reposent sur une surface molle mais synthétique à l'intérieur d'une étable qui est très ouverte sur la nature et qui a aussi une présence de végétation même à l'intérieur. Et le deuxième concept duquel l'étable de demain devrait s'inspirer, c'est le concept israélien, donc qui est à multiclimat et à faible émission, où on a souvent là, de l'air qui va rentrer dans le bâtiment, qui va peut-être pouvoir être préchauffé au niveau du toit, et va ensuite se diriger par en dessous pour pouvoir passer au travers de l'air de couchage, donc pour obtenir une certaine biofiltration de l'air, donc une qualité de l'air qui est traitée à l'intérieur, avec différents équipements évidemment de refroidissement. Puis l'air va finalement se diriger vers le centre du bâtiment, au centre de l'allée d'alimentation, qui est recouverte d'une certaine toile pour créer un certain microclimat à l'intérieur, pour toujours obtenir des conditions optimales pour les animaux lors de l'alimentation,
puis à la fin, les gaz peuvent même être brûlés. Là. Ici, on parle notamment là, du méthane. Et donc, mon concept d'étape de demain pourrait tout simplement reprendre les thèmes de ces deux concepts-là et s'appeler Multiclimate Cow Garden. Et donc, au final, l'étape de demain, moi, je la vois évidemment plus naturelle. Et comment ça se traduit? Bien, on l'a vu avec l'image précédente et celle que vous avez sous les yeux, bien, c'est en intégrant souvent un toit transparent pour aller chercher un maximum de luminosité naturelle. Les étudiants, moi, lors de leur projet de fin d'études au baccalauréat, ont analysé les conditions ambiantes d'une serre étable et d'une étable conventionnelle pour se rendre compte que la luminosité dans ce type de serre étable-là permettait d'avoir trois fois plus de luxe à l'intérieur et souvent plus de lumière veut dire une meilleure activité au niveau des animaux et donc une meilleure production également. Et l'avantage d'aller vers une étable plus naturelle, c'est aussi d'ajouter de la végétation à l'intérieur pour non seulement avoir un aspect visuel plus attrayant, mais également d'avoir une possibilité d'offrir de l'ombre aux vaches, comme on est dans une structure qui est ouverte avec une toiture transparente, donc on a certains effets de serre qui peut devenir très problématique pour les canicules. Par contre, en ajoutant justement cette canopée-là, ça permettrait d'obtenir des conditions ambiantes qui sont très similaires à ce qu'on retrouverait dans un bâtiment conventionnel. Et ça, ça a été prouvé par une équipe de chercheurs là, en Italie. L'état de demain risque aussi d'être plus confortable. Donc, on va vouloir, comparativement au bâtiment précédent, vouloir améliorer la surface d'exercice. On l'a vu en dressant le portrait historique, mais souvent le problème avec la stabulation libre, FS pour freestyle, c'est les problèmes de manque qui surviennent en raison de l'exercice sur le béton. Puis on le voit très bien ici au niveau des taux de mortalité et de taux de réforme. Ce système-là va moins bien faire que la stabulation entravée, TS pour tie style. Donc pour ces raisons-là. Et lorsqu'on ajoute même, que ce soit en stabulation libre ou en stabulation entravée, un accès à l'extérieur, on voit que ces deux taux-là vont aussi diminuer et s'améliorer. Ce qui nous fait dire ultimement que l'idée serait d'offrir aux animaux un certain accès à l'extérieur pour améliorer leur bien-être. Ça peut être une option envisageable sur le court terme comme compromis, mais sur le long terme, est-ce que c'est vraiment viable? Surtout que plus les élevages vont grossir, plus on a d'animaux à sortir à l'extérieur, et donc ça prend des terrains qui sont suffisants autour de la ferme pour être capable de permettre ceci aux vaches. Également, comme les robots de traite prennent de plus en plus d'expansion dans les nouveaux projets, ça peut devenir un peu difficile d'avoir des animaux extérieurs qui doivent rentrer 2 à 3 fois par jour là, pour la traite. Et donc, l'idée d'avoir accès à une surface extérieure naturelle, c'est de la ramener vers l'intérieur et c'est pourquoi on parle de plus en plus là, des aires de couchage comme alternative du futur pour améliorer la surface d'exercice et le bien-être des vaches. On l'a vu dans la littérature, ce système-là a des bienfaits parce qu'il permet notamment aux vaches de se lever et de se coucher beaucoup plus rapidement, ce qui est souvent lié à des indicateurs de plus faible boiterie ou de moins de blessures à l'intérieur du troupeau. Et lorsqu'on regarde les résultats de chercheurs de l'Université du Wisconsin, on voit aussi que au niveau des boiteries et au niveau des blessures, lorsqu'on compare des étables conventionnelles sur matelas avec litière ou des logettes sur litière profonde, il y a une très grande différence de ces taux-là à la faveur évidemment des litières profondes, donc d'avoir des aires de couchage qui peuvent être traditionnellement sur copeaux de bois ou même sur fumier recyclé ou sable, ce qu'on peut voir aussi dans d'autres pays, peut entraîner une amélioration du bien-être des vaches et ultimement de la productivité. L'étape de demain sera également plus saine. Donc, on a parlé légèrement de qualité de l'air tout à l'heure. C'est le cas, bien entendu, ici, alors qu'on va souvent proposer pour l'étape du demain une ventilation de type hybride, et auquel on va rajouter certains recirculateurs d'air. Donc, la ventilation hybride, c'est simplement un mélange de la ventilation naturelle et de la ventilation mécanique qui vont œuvrer à différents moments de l'année. Donc, pour obtenir le meilleur éclairage naturel possible, puis avoir aussi le moins de bruit possible et
des coûts en électricité qui sont moindres, bien, la ventilation naturelle est suggérée pour des températures de moins de 20 degrés Celsius. Par contre, lorsqu'on va tomber en saison estivale, où les vents ne sont pas nécessairement suffisants pour maintenir une bonne aération du bâtiment, mais là, on va se tourner vers des ventilateurs qui peuvent même agir en pression positive, donc en poussant l'air de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment pour aller générer le meilleur refroidissement possible au niveau des animaux avec une air qui est frais. Donc, comme on le voit ici au bas, donc en période estivale, les ballons ou les toiles des airs pour la ventilation naturelle vont être fermés et ce sont les ventilateurs qui vont prendre le relais tout simplement. Et on va jumeler cette ventilation hybride-là, évidemment, avec des recirculateurs d'air, donc soit des ventilateurs au plafond, comme on peut voir ici, ou certains ventilateurs à cadre à panier, tout simplement pour s'assurer d'avoir une vitesse d'air égale d'environ 2 mètres par seconde partout dans le bâtiment, pour éviter l'accumulation des stress thermiques au niveau des animaux. Peut-être vous demandez-vous pourquoi on ne suggère pas d'y aller en plus vert avec l'usage de brumisateurs, comme on peut le voir sur l'image ici. Je donne la réponse dans quelques instants. C'est que des collègues à moi en sciences animales à l'Université Laval ont démontré au travers de leurs recherches que lorsqu'on regarde la composition au niveau des gras, des protéines, lorsqu'on est en période de stress thermique pour des contrôles laitiers de Valacta entre 2010 et 2015, si je me souviens bien, et on remarque une baisse plus la canicule dure longtemps. Et donc, ces baisses au niveau du gras des protéines, qui est aussi associé au prix du lait, mais ça entraîne une baisse au niveau des revenus des producteurs de l'ordre de 5 à 8 000 $, qu'on soit à Montérégie ou au Bas-Saint-Laurent. Et donc, en ajoutant des technologies de refroidissement, on améliore évidemment les choses, que ce soit par des ventilateurs de recirculation ou des brumisateurs. Et lorsqu'on effectue l'exercice sur la rentabilité en fonction de différents scénarios de changement climatique, soit pour un futur proche jusqu'en 2050 ou un futur éloigné jusqu'en 2080, on voit que dans les deux cas, les barres grises et les barres blanches sont beaucoup plus élevées qu'un scénario sans implantation de technologie. Par contre, on voit qu'au Bas-Saint-Laurent, les brumisateurs, pour la plupart des scénarios, ne fait pas nécessairement mieux que les ventilateurs. Donc, l'investissement supplémentaire ne serait pas suggéré, ne serait pas simplement rentable. Alors qu'en Montérégie, il y a une augmentation de la protéine du gras et des protéines dans le lait. Par contre, cette hausse-là ne serait significative que pour le futur éloigné, pour cette région de la Montérégie. Donc, ce qu'on suggère, c'est que les ventilateurs qui sont aussi efficaces pour améliorer la composition du lait, sont aussi ceux qui se rentabilisent le plus rapidement et donc ce sont eux qu'on va surtout suggérer. L'étape de demain sera également carboneutre, donc on va vouloir implanter différentes technologies comme des panneaux solaires pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage. Donc ça peut être un peu ici, on voit l'exemple de l'étable flottante de Rotterdam aux Pays-Bas. Sinon, il y a d'autres technologies à l'intérieur des tables qui peuvent être mises en application, notamment pour les allées d'alimentation. Donc, on a évidemment les aires de couchage qui sont sur les terres compostées. Et au niveau des allées d'alimentation, on peut aller avec un plancher artificiel qui permet une séparation des phases du fumier, donc en ayant différentes couches qui permettent la séparation de l'urine et des fesses, et en ayant un robot qui permet un ramassage des fesses le plus rapidement possible. Donc, ça permet une diminution des émissions d'ammoniac et de méthane. Et comme des travaux à moi l'ont démontré il y a quelques années, on voit que la séparation solide-liquide, peu importe la région et le système de logement, on obtient une baisse des émissions de gaz à effet de serre en kilogrammes de CO2 équivalent par kilogramme de lait corrigé produit, donc qui va atteindre l'ordre de 20 à 25%. Tout ça en raison du fait que la séparation va permettre de diminuer les émissions d'ammoniac et donc va retenir plus d'azote dans le fumier, donc moins d'achat de fertilisants par la suite, et également
on va tout simplement là, transporter vers le champ l'urine et non les quantités de fumier. Donc, on va diminuer aussi la consommation de carburant au niveau de l'épandage. Et si on combine ça avec la possibilité d'utiliser les aires de couchage, donc, qui sont sur le tiers composté, donc on a encore là une diminution d'environ 4% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à un système traditionnel. Donc, l'étape de demain devrait s'inspirer de ces systèmes-là. Au-delà de la ventilation hybride dont on parlait tout à l'heure, ce système-là pourrait aussi intégrer un système de ventilation dit centralisé, où on aurait le moins de sorties d'air possible pour être capable d'envoyer les effluents gazeux de l'étable vers un biofiltre qui permettrait de traiter le méthane, tout comme on le fait avec certains sites d'enfouissement. Et un collègue à moi de l'Université de Sherbrooke a démontré à l'échelle laboratoire que ce type de biofiltre, lorsqu'il est opéré dans des conditions similaires à ce qu'on peut retrouver au niveau des étables, obtient une efficacité d'abattement du méthane de près de 100%. Donc, on se dirigerait avec ce type de technologie-là de plus en plus vers une certaine carboneutralité. Donc, on a eu les technologies à l'intérieur du bâtiment. Maintenant, on se dirige vers les technologies pour la gestion des fumiers, souvent extérieurs. Donc, on peut penser aux couvertures de fosse et ultimement à la biométhanisation. Et donc, les mêmes travaux que je vous présentais tout à l'heure ont démontré, grâce à une modélisation de l'ensemble des activités sur une ferme, donc des différents flux, que la couverture permet une diminution de l'ordre de 8 à presque 20% des émissions de gaz à effet de serre, tout simplement en gardant l'azote, encore une fois, dans le fumier, et aussi en limitant l'entrée des précipitations à l'intérieur, donc moins de fumier à transporter. Et c'est à peu près les mêmes conclusions pour la digestion anaérobie. Et ces systèmes-là sont très... on a un bel exemple, en fait, d'intégration de ces systèmes-là pour diminuer l'empreinte carbone de l'élevage laitier. Donc, la Californie, de 2013 à 2019, ont mis en place au moins 30 digesteurs, donc en couvrant tout simplement des lagunes de stockage du fumier. Donc, en récupérant ensuite le biogaz, ont permis de diminuer de 25% les émissions de gaz à effet de serre de l'État. Et ils vont continuer en ce sens alors qu'ils ont encore 120 projets à mettre en place, donc pour atteindre leur objectif d'une diminution de 40% d'ici 2030. Donc, c'est un exemple duquel le Québec pourrait facilement s'inspirer. L'étape de demain risque aussi d'être réutilisatrice, donc on veut s'inspirer de plus en plus des principes d'économie circulaire, mais de les appliquer cette fois à la ferme. Donc, si on utilise la biométhanisation et on peut donc récupérer le digesta, le séparer et l'utiliser comme litière. Et dans la littérature, on voit aussi certaines eaux usées qui, dans les systèmes avec aire de couchage, permettent le rejet des eaux usées directement dans la litière pour être capable d'évaporer l'eau et de conserver les minéraux dans le compost, où il peut servir de nourriture aux micro-organismes ou ultimement aux cultures une fois épandues sur les terres. Et il y aurait probablement d'autres exemples qu'on pourrait tirer également. L'étape de demain sera également recyclable dans le sens où on pourrait prévoir lors de la conception certains désassemblages complets en fin de vie et une réutilisation des matériaux de construction. Donc on a ici un exemple italien où le système structural et la fondation sont en bois et on va remplacer ensuite la dalle de béton par un film plastique pour être capable ultimement de pouvoir récupérer ou réutiliser la plupart des matériaux. Évidemment, ce concept est plus ou moins applicable en ce moment au Québec étant donné nos conditions climatiques. Par contre, c'est important dans les futures constructions de pouvoir peut-être penser à ces éléments-là justement lors de la conception. Finalement, l'étape de demain devra être plus intégrée. Je parle ici dans le paysage, donc avoir une architecture qui se fond davantage que les allures de bâtiments industriels à base de tôle. Donc d'avoir davantage d'intégration du bois, comme on le voit sur la figure de droite, et des bâtiments beaucoup plus ouverts. Donc ça donne une image visuelle dans les campagnes beaucoup plus positive que ce qu'on peut voir dans les dernières années. Et finalement, l'étape de demain devra être plus intelligente. Je ne m'attarderai pas sur cet aspect-là, comme il y a d'autres présentations qui traitent de
cet aspect, tout simplement vous dire qu'avec le développement des différentes technologies comme les senseurs, les caméras, les microphones, donc on est en mesure de mesurer, d'analyser puis de contrôler plusieurs aspects à l'intérieur de la ferme de façon continue et automatique pour assurer, même si on est dans les plus grands bâtiments, une attention et des soins personnalisés aux animaux afin de détecter les problèmes et ainsi prendre des décisions pour toujours leur fournir, par exemple, des conditions ambiantes optimales. Au final, cette vision que je viens de vous présenter présente quand même plusieurs défis avant d'être mise en application sur le terrain. Je les présente ici. Donc, la première des choses, c'est au niveau de la gestion de la température en hiver. Donc, les serre-étables, ce sont des étables qui sont généralement froides. Et donc, la température à l'intérieur peut descendre facilement à -2, à -3. Puis, dans les températures les plus extrêmes, donc vers les -17, selon ce que les étudiants ont rapporté lors de leur visite, lors de leur projet. Donc, pour le producteur, ça peut devenir assez difficile de travailler dans telles conditions. Ça peut aussi entraîner certains problèmes au niveau des opérations mécaniques de gestion du fumier ou d'alimentation en eau. Au niveau de la litière compostée, mais ça demande aussi une bonne gestion, donc de tenir certaines températures dans la litière pour assurer une hygiénisation relativement bonne là, de cette litière-là et du fumier, donc pour éviter là, tout problème de contamination au niveau de la glande mammaire. Donc le concept d'étable de demain qui soit recyclable devra nécessairement passer par la production de bois d'ingénierie qui serait produit localement. Donc souvent le bois lamelé collé pour faire les très grandes étables provient de l'Europe. Donc ce serait ultimement à long terme très plaisant d'avoir ce type de bois-là qui soit produit chez nous. Puis le plus grand défi serait vraiment de continuer le développement des différents systèmes de ventilation que je vous ai présentés, de la biofiltration, des planches artificielles et des technologies d'élevage de précision. Donc on veut vraiment, donc la recherche doit continuer dans ce domaine-là pour ultimement arriver à répondre à la question ultime, à savoir si ce système-là pourrait éventuellement être économiquement viable au Québec. Donc, je vous remercie de votre attention et si vous avez envie d'en connaître davantage sur mes travaux, je vous invite à consulter le site que vous avez au bas de votre écran, donc qui est la plateforme en lien avec la chaire de leadership en enseignement des bâtiments agricoles durables dont je suis le titulaire. Merci et au plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, M. Fournel, pour votre présentation. Je vais inviter tout le monde maintenant à vous poser des questions. Thank you very much, Mr. Fournel, for your presentation. I will now leave people to ask you a question. I will start with one already. Donc, ma question était, quelles seraient les 2 stratégies prioritaires pour mettre en œuvre pour faire un pas de plus vers les étapes durables? Pardonnez-moi. C'est correct. Ce qu'on voit principalement là, dans la littérature, puis ce qui semble se dessiner le plus possible là, à l'échelle internationale, c'est vraiment d'abord donner plus d'espace aux vaches, donc pour un meilleur bien-être, puis plus d'espace souvent dans des endroits, comme je l'ai expliqué dans la présentation, donc plus naturels, donc que ce soit avec des aires d'exercice extérieures. Puis on a vu tout à l'heure, Mme Guingamp en parlait un peu aussi, là, la même chose pour les porcs, donc c'est un peu ça, donc on voit de plus en plus justement cette préoccupation d'offrir un meilleur bien-être, donc soit par des aires de couchage, soit par des aires d'exercice extérieur, donc leur donner plus d'espace. Et donc, sur des surfaces qui sont plus naturelles, souvent sur le béton peut entraîner certaines blessures ou en tout cas, on déplace un peu le problème de la stabilisation entravée. Donc, c'est vraiment un des aspects. Puis en contrepartie, le fait de donner plus d'espace vient aussi avec le désagrément d'émettre plus d'émissions. Donc, si on a plus de surface en contact avec l'air, il y a plus d'émissions qui vont être générées. Donc, la deuxième partie serait tout ce qui est en lien avec la diminution des émissions. Donc, Mme Guingamp fait part également du traitement de l'air à la sortie, mais c'est toutes les technologies pour réduire justement les émissions à l'intérieur. Donc, on a parlé dans la présentation de séparation liquide-solide, que ce soit la façon traditionnelle mécanique avec des séparateurs ou ultimement avec des projets comme des planches artificielles, ce qu'on voit apparaître un peu dans la littérature. Donc, c'est un peu les deux sujets, peut-être sujets chauds là, pour le court terme sur lesquels on devrait s'attaquer.
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai trouvé ça très intéressant. Personnellement, je suis plus habituellement en végétaux. Donc, voir le mix de l'animal avec le végétal, je trouve que c'est une belle opportunité. C'est sûr que comparativement à ce qu'on a présentement au Québec, les étables, je trouve que c'est un grand pas de se joindre là, mais je pense que ce serait un très beau pas de mixer les deux ensemble et d'avoir un environnement plus sain, d'un certain sens, pour les animaux. Merci beaucoup. Ça fait, je ne sais pas si vous avez des questions, là, mais juste pour répondre un peu à ce commentaire-là, c'est un peu l'objectif ce qu'on avait lorsque j'étais en sciences animales avec mes collègues, c'était un peu d'effectuer les travaux de modélisation, c'est vraiment de prendre l'ensemble de la ferme, donc autant les différents types d'animaux, donc des vaches en début de lactation, en milieu, fin de lactation, les tares, et ainsi de suite, avec différents systèmes de gestion des fumiers. Donc, on pouvait prendre en compte fumier solide, fumier liquide, différentes catégories de champs qui étaient plus ou moins près de la ferme, donc pour venir tenir compte du fait que pour l'épandage des fumiers, on peut être plus près ou plus loin, puis aussi différentes catégories de culture, donc différents types de cultures, différents types d'intrants aussi au niveau de l'alimentation. Donc, cette modélisation-là permet vraiment là, de prendre du début jusqu'à la fin, en fait, tous les flux qui entrant, sortant, puis produits à l'intérieur de la ferme. Donc, des fois, on a souvent l'impression, si on fait telle chose, telle activité, telle réduction, par exemple, à la fosse ou au bâtiment, c'est quoi l'impact ultimement, même après l'épandage au champ? Donc, des fois, des bénéfices au bâtiment, mais ce ne sont pas nécessairement des bénéfices quand on prend l'ensemble de la ferme. Donc, souvent, ce qu'on a vu, par exemple, juste l'impact d'une note de stabilisation libre versus entravée. Donc, libre, souvent, les vaches ont accès à une plus grande surface, donc plus de surface souillée. Donc, on émet plus d'ammoniac au bâtiment. Ça reste quand même léger, mais ça se transpose ultimement à la fosse, puis ultimement là, au niveau du champ. Donc, souvent, la stabilisation libre va demander un apport en fertilisant azoté supplémentaire pour la perte qu'on a eue au départ au bâtiment. Donc, c'est le genre de répercussions qu'on peut voir là, sur l'ensemble du cycle de la ferme. Donc, en prenant autant l'aspect végétal que l'aspect animal, ça nous permet de voir un peu l'impact de ces différentes pratiques-là là, tout au long du cycle. J'aurais aimé poser une question, c'est possible? Oui, allez-y. Vous parlez d'augmenter finalement les surfaces en litière, pour résumer. C'est globalement une démarche qu'on voit dans d'autres pays européens, y compris en France, où on a tendance à vouloir mettre tous les animaux sur litière et principalement sur de la paille, parce que c'est quand même le substrat le plus simple à gérer. Qu'est-ce qu'il en serait au niveau de votre pays, de la concurrence entre les productions finalement par rapport à cette ressource de paille, puisqu'on va finalement utiliser de plus en plus de surface pour abriter les animaux, potentiellement un peu de concurrence avec les productions végétales. En Europe, on a quand même tendance à utiliser des raccourcisseurs de tiges, donc à avoir moins de paille à l'hectare. Donc, il arrive un moment où finalement, on veut de la paille, mais on n'en a pas, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il en est chez vous? Est-ce qu'il y a cette concurrence, cette compétition à la paille? Oui, effectivement, les litières traditionnelles comme la paille, le bois sont très en demande. Les prix sont quand même assez élevés. Puis c'est pour ça que depuis quand même plusieurs années, on a d'autres projets qui essaient justement de trouver d'autres types de litières. Donc, il y a des projets en lien avec la tourbe. Il y en a d'autres que nous, dans notre équipe, on a un peu plus fait. C'est au niveau de la litière de fumier recyclé, donc de récupérer un peu le fumier et d'essayer d'en faire la litière. Donc, on a essayé d'évaluer les meilleures façons de la produire, l'impact sur le bien-être, l'impact sur la qualité de l'air, autant pour les animaux que le travailleur, l'impact sur la qualité du lait. Donc, il y a des projets qui sont présentement en cours. Puis là, je parlais tout à l'heure du Digesta séparé. Donc, on a aussi un projet en cours là-dessus. Donc, on essaie justement de trouver des alternatives à ces différents matériaux-là qui ont donc leur disponibilité est moindre, puis leur coût est un peu plus élevé. Donc, on essaie de trouver des différentes alternatives pour être capable justement d'approvisionner les producteurs. Merci. Si je peux me permettre, on avait une question qui avait été posée par M. Sébastien Guartez, qui vous dit « Merci pour votre présentation. Pour les nouvelles bâtiments, avez-vous identifié d'autres matériaux produits localement qui pourraient être utilisés, ou aussi bien le choix qui se porte surtout sur le bois local? » Là, j'imagine qu'on fait plutôt référence plus à l'aspect construction, mais de façon générale,
Non, on n'a pas vraiment évalué ça. À l'heure actuelle, ce qu'on a comme projet plus en lien avec les matériaux, c'est plus au niveau souvent de la durabilité, du lavage, tout notamment au domaine des porcheries. Donc, il y a différents types de plastique, de béton qui sont utilisés. Donc, on essaie un peu plus de voir comment on peut améliorer la durabilité sur le long terme, puis augmenter l'efficacité du lavage de ces différents matériaux-là dans un contexte de biosécurité puis d'utilisation en eau. Donc, c'est souvent pour les producteurs difficile d'évaluer si leur lavage entre les lots a été efficace. Donc, on essaie peut-être de développer aussi des indicateurs pour avoir une mesure quantitative de l'efficacité du lavage, puis de voir aussi quels paramètres sont les plus importants à tenir compte en fonction du type de matériaux. Donc, on a une postdoc dans l'équipe qui s'occupe un peu de cet aspect-là. J'avais une question, Maude et Sébastien. Et je pense que j'ai bien vu une étable sur l'eau, c'est ça? Oui. C'est quoi les raisons qui ont mené à construire une étable sur l'eau? Est-ce que c'est la manque d'espace? Et est-ce que tu verrais ici une étable sur l'eau sur le Saint-Laurent? Oui, ben, je pense que l'objectif de cette étape-là, justement aux Pays-Bas, c'était de se rapprocher du consommateur. Donc, on voit beaucoup les circuits courts avoir. Donc, on veut mettre en place beaucoup des circuits courts. Donc, c'est un peu l'objectif. Donc, d'avoir les vaches près des restaurants, près des épiceries, pour être capable de fournir du lait frais là, aux consommateurs. Puis, ça permet aussi tout ce qui est souvent des échanges de flux. Donc, on s'entend que c'est une ferme qui est sans champ. Donc, on peut besoin de différents sous-produits, de différentes industries provenant de la ville au niveau de l'alimentation, même au niveau peut-être de la litière, si je me souviens bien. Donc, il essaie beaucoup, là, justement, je montrais au niveau plus, là, il y avait l'énergie solaire qui avait mis sur pied et au niveau, là, je ne me rappelle plus exactement tous les détails au niveau du fumier. Mais en tout cas, c'est un peu, je pense que l'objectif principal, c'est de rapprocher du consommateur, donc dans des villes très portuaires. Donc, on ne le voit pas directement, même sur la photo, mais il y a d'autres photos qui montrent que les vaches peuvent aussi aller sur terre. Donc, il y a comme une passerelle qui les amène vers un genre de parc juste à côté pour aller brouter de l'herbe aussi. Là. Donc, c'est un autre type de système qu'ils ont mis en œuvre. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir ça, nous, proches de nos villes? Possiblement, mais je ne pense pas que c'est demain la veille que ça va arriver. Ça va prendre de très bons promoteurs pour que ça se mette en place. Je pense que pour respecter l'horaire, on termine avec la période des questions. Et merci beaucoup à tous les présentateurs, où est-ce que vous vous trouvez un peu partout dans le monde. Merci aux participants qui sont dans la salle en ce moment. Donc, c'est le moment de la pause, puis on reviendra dans 10 minutes. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Maud. Merci à vous. Merci, c'est ça, la présentation va recommencer à 15h15. The presentation will start again at 3:15. Thank you very much.